Bon, nous, on s'est beaucoup battu avec Sarkozy au niveau français pour essayer d'obtenir de la Banque Centrale Européenne une décision qu'on n'a jamais obtenue et qui a entretenu cette crise, qui était qu'elle fasse le même travail pour les pays très endettés au sein de la zone euro que la Fed américaine fait vis-à-vis de l'État fédéral américain ou que la Banque d'Angleterre fait vis-à-vis du gouvernement anglais. C'est-à-dire ce qu'on appelle monétiser la dette, c'est-à-dire considérer que quand plus personne ne veut acheter à vous, État, vos obligations d'État, vos titres, comment fonctionne un État? C'est très simple. Un État émet des titres, des bons du Trésor ou des obligations, ou ce genre de choses. On émet des titres. C'est les bons en Allemagne, ce sont des bons du Trésor aux États-Unis, ce sont des OAT chez nous. On émet des titres et puis on met ça par adjudication. C'est une vente aux enchères. On émet nos titres à un certain taux et on en met en suffisante quantité par rapport à nos besoins. Un pays comme la France, par exemple, emprunte chaque année 200 milliards, entre 180 et 200 milliards. En gros, si on met 200 milliards sur le marché et qu'on n'arrive pas à trouver preneurs, c'est-à-dire des gens qui achètent dans leur portefeuille, qui seront rémunérés après, mais qui achètent ces 200 milliards, on ne peut pas financer les fonctionnaires, on ne peut pas financer une partie des retraites, on est obligé de fermer des écoles, des hôpitaux, des garnisons, voilà. Donc on a besoin de trouver preneurs pour nos 200 milliards. Ben, aux États-Unis, la Fed, quand les Chinois ne veulent plus acheter des bons du Trésor américain ou quand les Européens ne veulent plus en acheter, ben, la Fed achète. La Banque centrale américaine achète. Quand en Angleterre, plus personne ne veut acheter des titres anglais pour financer les politiques publiques, la Banque d'Angleterre achète. Ben, en Europe, quand les États comme la Grèce, comme l'Espagne, comme l'Italie, comme le Portugal, mettaient sur le marché leurs titres pour financer, c'est tous les mois, hein. En France, c'est tous les jeudis. En Espagne, en Italie, ça va être tous les mercredis. Tous les mois, on met des titres. Ben, quand plus personne ne veut les acheter, et ben, en Europe, plus personne ne veut les acheter. Voilà. La Banque centrale n'achetait pas les titres des pays en difficulté. On s'est battu comme des fous. Avec les difficultés de l'exercice, la Banque centrale a son indépendance et elle tire cette indépendance d'un traité. Donc elle fait ce qu'elle veut dans la politique monétaire. La Banque centrale a pour mission d'abord de nous protéger de l'inflation. Et la Banque centrale peut, au regard du traité, intervenir comme ce que l'on appelle un prêteur en dernier ressort des établissements bancaires, mais ne pouvait pas, jusqu'à une période récente, intervenir comme un prêteur en dernier ressort des États en difficulté. En gros, la BCE a pu acheter des titres corporates des banques au moment de la crise de 2008, n'a pas pu ou n'a pas voulu acheter les titres des États en difficulté. Et ça a amplifié la crise. Au mois de juillet, M. Draghi, le patron de la Banque centrale européenne, a pris la décision de mettre en minorité le président de la Bundesbank sur le thème « l'Italie va être attaquée, va se retrouver avec des taux d'intérêt à 8, 9, 10% et va exploser ». L'Italie explosant, c'est inatteignable, même pour la France et l'Allemagne, en termes de soutien. Et donc, le président de la Banque centrale européenne a pris une décision économiquement, monétairement et au regard de la construction européenne historique, qui est de dire « je ferai en sorte que la Banque centrale européenne interviendra, c'est-à-dire sera prêteur en dernier ressort des États ». C'est-à-dire un message adressé au marché sur le thème « de toute façon, ne vous en faites pas, si vous ne voulez pas acheter les titres des pays en difficulté, nous on achètera et vos titres à vous ne vaudront plus rien puisqu'on aura un prix préférentiel et on sera prioritaire dans le remboursement ». Ce seul message-là a permis de calmer le jeu très nettement sur la question de l'euro et on a pu avoir le sentiment que cette problématique de l'intégrité même de l'euro était définitivement derrière nous. Je voudrais, parce que vous préparez vos concours, vous êtes dans les études, que vous reteniez également une chose qui a été pour nous un élément de négociation permanente et de compréhension. Il ne faut jamais oublier qu'on a en face de nous un partenaire qui est plus fort et plus solide, qui s'appelle l'Allemagne. Ils ont une situation économique plus avantageuse, un taux de chômage plus faible, et ils ont surtout un consensus politique et social d'affectation des recettes de la croissance au désendettement. La haine des Allemands, ce qu'ils apprennent avant même à l'école, les mathématiques, la grammaire, l'orthographe, c'est la dette. Ils ont en mémoire les conditions d'arriver au pouvoir d'Hitler et du régime nazi, qui s'est appuyé sur une surinflation et un surendettement au début des années 30, où leurs grands-parents ou les arrière-grands-parents allaient avec des brouettes de billets essayer d'acheter une baguette de pain ou un litre de lait. Ça se passait comme ça. Les conditions d'arrivée au pouvoir du régime nazi a créé un traumatisme dans les générations d'après-guerre qui fait qu'ils ne veulent pas entendre parler d'inflation et qu'ils ne veulent pas entendre parler de dette.
Et ceux qui ont bloqué le mouvement de la Banque Centrale Européenne sont évidemment les Allemands. Et celui qui s'est le plus opposé à la décision du président Draghi, c'est le président de la Bundesbank, et celui qui a été mis en minorité, ce qui est, au regard de l'histoire, énorme comme décision. C'est dire quand même la situation dans laquelle on se trouve, de mettre en minorité le président de la Bundesbank au sein du Conseil des gouverneurs de la Banque Centrale Européenne. Il faut voir le débat qu'il y a eu en Allemagne sur la mise en minorité du président de la BUBA. Le patron de la Bundesbank est plus populaire que la chancelière. Le patron de la Bundesbank, c'est celui qui garantira le fait que plus jamais il y aura d'endettement en Allemagne ou de surinflation en Allemagne. C'est très important à comprendre, c'est très important, me semble-t-il, à intégrer, et parce que c'est historique, parce que c'est psychologique, et que ça crée les conditions aussi de la définition de la stratégie diplomatique, politique, économique et sociale de l'Allemagne. Que ce soit sous Merkel de droite, que ce soit sous ses prédécesseurs Schröder ou ses successeurs, éventuellement SPD ou socialistes, peu importe, il y a un consensus politique, gauche-droite en Allemagne, sur le refus de l'inflation et le refus de la dette. Alors maintenant, est-ce que cette menace est totalement éloignée ? Bien malin qui peut dire ce qui pourrait se passer, comme disait Pierre Dac, les prévisions sont évidemment les plus difficiles à pratiquer, surtout quand elles concernent l'avenir. Je veux dire, il suffit de voir ce qui s'est passé il y a 3 semaines en Italie. Mario Monti a été imposé par les marchés, était l'expert technocrate voulu par les banquiers, voulu par les marchés pour mettre un peu d'ordre dans les finances italiennes. Il s'est piqué de faire un peu de la politique, bien lui en a pris, il a terminé à 8% dans l'humiliation définitive et l'oubli de l'histoire des Italiens qui ont mis, non pas l'équivalent de Coluche, mais un xénophobe, raciste, antisémite à 25%. Il faut voir les discours du fameux Beppe Grilli. Il a tenu des propos ouvertement antisémites, ouvertement xénophobes, ouvertement racistes, et il a tenu des propos d'une violence incroyable qui, au nom de la lutte des classes, voulant flatter la fraternité universelle, ne fait qu'opposer les uns aux autres, mais ça fait 25%. Et vous remettez une sauce de Berlusconi, dont on peut légitimement dire qu'il a un rapport au système républicain et démocratique lié à la distance naturelle de la propre définition personnelle qu'il a lui-même vis-à-vis de ce régime démocratique, et c'est quand même un bon populiste de droite qui a fait 28-29% et qui manque le coche de revenir à la tête du gouvernement italien à quoi 300-400 000 voix. Et Berlusconi a été sorti dans les conditions qu'on a évoquées tout à l'heure, et pour les raisons que vous savez. Donc les deux confondus, c'est-à-dire un social-populisme de gauche et un national-populisme peu ou prou incarné par Berlusconi, ça fait plus de 50% en Italie. Et ça, évidemment, ça crée les conditions d'une instabilité politique dans un pays en Italie qui est quand même encore compliqué, qui n'est pas sorti d'auberge. Donc la situation politique, l'acceptabilité par les peuples, certainement des politiques de rigueur et d'austérité, et donc la capacité de rébellion, en quelque sorte, des sociétés démocratiques par la voie démocratique et par le fait électoral, peut créer les conditions d'un refus majoritaire de ces politiques de réduction de déficit, c'est-à-dire d'efforts, c'est-à-dire de rigueur ou d'austérité, et refusant cela, peut créer les conditions d'un nouvel affolement de la part des marchés qui ne voudront plus prêter à des pays qui finalement ne veulent pas jouer les règles du jeu. Comment les marchés ont réagi Alors, sont un peu affolés 24 heures. Le président de la BCE a apporté là encore des propos rassurants, parce que maintenant, la grande différence entre la période où on a été en responsabilité, c'est-à-dire il y a un peu moins d'1 an, et aujourd'hui, c'est quand même la décision du patron de la BCE. Le fait que la BCE dise « j'interviendrai » fait que de toute façon, les marchés se disent « la BCE, c'est quand même un gros partenaire de jeu, on ne pourra pas lutter contre la BCE ». La Banque Centrale Européenne, elle peut mettre 5 000, 6 000, 7 000 milliards d'euros sur le marché si elle veut, c'est elle qui produit la monnaie. Alors après, il y a un risque d'inflation s'il y a trop de stock. Mais elle peut rivaliser avec n'importe quel fonds de pension. Vous avez des fonds de pension aujourd'hui qui sont très très lourds. Nous, on a été amenés à négocier avec des fonds de pension qui font, je sais pas, un type BlackRock, un grand fonds de pension américain. Ouais, voilà, j'avais en face de moi comme négociateur un type qui fait 3 600 milliards de dollars. Bon, 3 600 milliards de dollars, c'est 1,5 fois la richesse nationale produite par la France. Là, il est en face, puis il dit je ne vais pas mettre mon argent en France. Bon, c'est compliqué, quoi. Je ne vais pas mettre mon argent en Italie, et ils sont quand même une bonne vingtaine sur le marché à peser ce poids-là. Donc voilà, ça pèse beaucoup, ces gens-là.